Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un extrait de La Rencontre des jours, une œuvre tirée du cycle des autobiographies de Claude Roy, publié en 1995. Claude Roy est un auteur polygraphe, aussi bien poète que dramaturge ou journaliste. Il est un auteur du XXe siècle qui s'est engagé dans les mouvements réactionnaires contre la bourgeoisie, puis la résistance de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Ce qui montre un engagement politique parfois même paradoxal qui le rapproche de Ponge, auteur au programme pour le bac. La rencontre des jours lui permet de faire le tri des ébauches de textes en cours et propose ses réflexions à la fois sur ses textes mais aussi sur son geste d'écriture. En cela, il constitue comme un atelier poétique qui le rapproche là encore de Ponge par la mise en scène de soi en train d'écrire. Dans cet extrait, il va précisément décrire ce qu'il voudrait que soient ses cahiers. Je passe ainsi à la lecture du texte. Je ne tiens pas mes livres de bord pour faire des économies de mémoire, amasser un magot de souvenirs. Je voudrais n'être pas grippe-temps, comme on est grippe-sous. Il faut laisser la mémoire faire son travail de tri, de déblayage, laisser travailler l'oubli. Je voudrais n'être pas aux aguets de mon fort intérieur, comme un chasseur du moi, un piégeur de l'espace du dedans, un maniaque de l'introspection. Mes cahiers, je voudrais qu'ils soient plutôt des chantiers, un instrument de possession de soi, un effort pour me tenir en main en me mettant en perspective avec ce qu'il faut de distance pour être lucide. Dans ce texte, on le voit, l'auteur parle de son travail d'écriture, et si le jeu est omniprésent, il est aussi l'occasion d'un travail d'objectivation. En cela, nous pouvons nous poser la question suivante, en quoi l'écriture poétique est-elle objective ? Pour répondre à cette question, je diviserai mon texte en deux parties, une première de la ligne 1 à 6 dans laquelle Claude Roy définit ce que ne sont pas ses cahiers, et enfin ce qu'ils devraient être de la ligne 6 à 11. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une série de propositions dont le sujet grammatical est le « je », première personne du singulier, éminemment subjective, mais qui est sujet de verbes eux-mêmes niés, à travers des négations bitensives classiques, indiscordantielles, ne et des forclusifs, pas. Donc des systèmes de négation totale qui vont lui permettre de décrire ce qu'il ne veut pas que soient ses livres de bord, l'expression entre guillemets indiquant bien la reprise d'un terme du langage commun qu'il s'agirait ici de redéfinir. La notion de livre de bord fait appel aussi au carnet de voyage, instituant de fait les poèmes comme une destination à atteindre. Ces livres de bord, donc, ne sont pas des économies de mémoire. On peut voir ici un élément intéressant à travers la complémentation du nom qui va lier l'aspect temporel, la mémoire, et l'aspect économique. Cela étant redoublé à travers l'expression magot de souvenirs qui fonctionne sur le même principe. À travers cette répétition qui fonctionne comme un parallélisme de construction, c'est bien le but de ce livre de bord qui va être interrogé via la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de but introduite par pour. Le groupe nominal économie de mémoire, qui fusionne donc deux éléments, l'économique et le temporel, va se voir analysé au sens propre comme au sens figuré. En effet, l'analyse de sens, ce qu'il veut dire, va être mise au service d'une analyse linguistique. Ce qui était soudé par la complémentation du nom va être dissocié à travers l'expression répétée grippe-temps, grippe-sous. À travers cette réflexion métalinguistique, c'est aussi un processus de création linguistique qui est mis au jour. Il s'agit à la fois de réfléchir aux termes qu'on emploie, tout en créant de nouveaux termes dont la justification passera par la figure de la comparaison avec l'outil comme. Il s'agira alors de déployer les potentialités de cette nouvelle expression, cela se faisant par le biais d'un impersonnel, il faut, qui va mettre la mémoire comme sujet grammatical de la phrase, effaçant ainsi la première personne de cette fonction. On retrouve toujours les phénomènes de répétition à travers le verbe, laisser, ligne 3 ou ligne 4, et surtout le travail de reformulation, puisque l'on passe d'une périphrase, faire son travail de tri de déblayage, à un nom commun, laisser travailler l'oubli.
par l'utilisation du polyptote. C'est donc un travail de synthèse cette fois-ci qui va s'effectuer, puisque l'on passe d'une expression relativement longue à une expression extrêmement courte. Le système des négations se poursuit, cette fois-ci autour d'une métaphore filée de la chasse, métaphore qui se voit par l'expression lexicalisée aux aguets et qui va s'expliciter par la figure de la comparaison comme un chasseur. On note aussi l'énumération qui va continuer de filer cette métaphore avec le piégeur et l'idée de fort intérieur qui va se retrouver avec l'idée d'introspection et d'espace du dedans qui, comme le livre de bord, est entre guillemets. À l'intérieur de cette métaphore va s'ajouter un certain nombre de rimes internes, notamment avec le son heure, intérieur, chasseur, piégeur, ou l'assonance en a, moi, espace, maniaque, qui vont renforcer l'effet poétique de la phrase. Il s'agit alors, dans le fond, de s'objectiver, le moi étant précisément mis en complémentation du nom, de considérer de l'extérieur cet espace du dedans, tout en ne voulant pas se limiter à ça, comme le montre la négation initiale. C'est ainsi que je passe à la deuxième partie du texte, dans laquelle Claude Roy va essayer de définir ce que ça devrait être, une fois qu'il a défini ce que ça n'est pas. Cette définition commence sur un effet de dislocation, avec l'extraction du sujet repris ensuite par le pronom « il » à l'intérieur d'une proposition subordonnée complétive. Cette structure syntaxique va permettre à la fois de remettre les cahiers en position initiale, mais aussi en position sujet de cette phrase, de même que par sa disposition syntaxique, cahier et il encadrent le jeu, comme si c'était les cahiers qui parlaient au sujet du jeu dont il s'agirait de parler. On peut noter la proximité phonique entre cahier et chantier, ou du moins la proximité visuelle de l'un à l'autre, de même que, par un jeu de paronomase, le chantier renverrait au chant d'origine poétique, montrant véritablement un processus de création en cours, la poésie étant création et donc de manière permanente en cours. On retrouve toujours ces effets d'assonance avec le son en notamment, instrument, en main, en me mettant en perspective, distance, qui va venir instaurer un rythme qui complète le rythme posé par les virgules qui vont segmenter la phrase en petits morceaux. Le soi est toujours mis en complément du nom, il n'est toujours pas noyau de ces groupes nominaux, de la même manière que la première personne va tenir la fonction de COD à travers le pronom me tenir en main, me mettant en perspective. Il s'agit donc bien d'un processus d'objectivation, comme le montre le terme de perspective, qui tend vers un regard objectif, et la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de but, pour être lucide, qui redouble cet effet d'objectivité. La dernière phrase va venir synthétiser l'ensemble de ce qui précède, avec la répétition du verbe tenir, le retour des guillemets qui signent des mots d'usage courant qu'il s'agit de redéfinir, vie intérieure, connaissance de soi, et l'ambivalence de cette première personne qui est à la fois sujet de la proposition principale, j'essaye de tenir, et en même temps sujet passif de la subordonnée relative, l'histoire où je suis plongé. Ainsi, cette balance entre vie intérieure et monde extérieur, entre connaissance de soi et connaissance de l'histoire où l'on est plongé, va venir créer un équilibre, une tension entre une part subjective qui semblerait nous échapper ou qu'il s'agirait de gommer et une part objective dans laquelle nous nous inscrivons ou qui précéderait finalement à la création. En quoi l'écriture poétique est-elle objective ? Tout d'abord, ce texte n'est pas à proprement parler un poème, quoique l'attention formelle qui semble y présider puisse l'y rattacher. En effet, on a un certain nombre de figures de sons, d'images ou de rythmes, comme par exemple les rimes internes, les métaphores ou les énumérations, qui vont rattacher de fait ce texte à une forme de poésie en prose. Deuxième point, si l'on observe une forte inscription de la subjectivité dans ce texte, à travers notamment la prépondérance de la première personne du singulier, celle-ci reste réduite par les usages de la négation ou le positionnement de cette première personne en fonction d'objets syntaxiques. Le sujet qui parle est constitué comme objet dont on parle. Cela relèverait en quelque sorte d'un certain processus d'objectivation. Ce processus se faisant par le biais d'un rapport très scientifique à l'écriture, puisque l'on procède par hypothèse et par thèse, par analyse et par synthèse.
Enfin, par les nombreuses réflexions métalinguistiques sur les systèmes de répétition, de précision et les procédés de périphrase, Claude Roy inscrit sa poétique dans la droite ligne de Ponge, en ce qu'elle est un travail objectif sur le contenu langagier. Ainsi, si la poésie n'est pas à proprement parler objective, puisqu'elle est toujours dite d'un point de vue, elle est bien en quelque sorte le résultat d'un processus objectif qu'il s'agirait de redéfinir dans cette page autobiographique. Ainsi, on peut voir une grande proximité entre cette page et l'œuvre de Ponge, notamment dans la mise en parallèle du chantier et des cahiers, le cahier étant d'ailleurs le mot utilisé par Ponge lui-même à l'incipit du Mimosa pour décrire sa manière de travailler. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter des propositions subordonnées conjonctives de la ligne 6 à 8. Les propositions subordonnées conjonctives sont des propositions subordonnées qui complètent donc un élément d'une principale, en l'occurrence, si elles sont conjonctives, un verbe d'une principale. Elles peuvent être des propositions organisées autour de verbes conjugués, en cela elles seront introduites par des conjonctions de subordination, ou bien alors elles peuvent être organisées autour de verbes non conjugués, notamment en étant introduites par des prépositions. Ici, nous avons une proposition subordonnée conjonctive complétive qui va compléter le verbe de volition voudrait. En l'occurrence, il s'agit de la proposition qu'il soit plutôt des chantiers. Le Q apostrophe ici est bien une conjonction de subordination, la proposition fonctionnant comme un complément d'objet du verbe vouloir. Je voudrais quoi? Qu'il soit plutôt des chantiers. Pour ce qui est des propositions organisées autour de verbes non conjugués, nous en avons 3 occurrences qui sont toutes les 3 des propositions subordonnées conjonctives circonstancielles. Nous avons 2 compléments circonstanciels de but, introduites chacune par la préposition pour me tenir en main et pour être lucide. On peut bien dire que chacune est une proposition puisque les verbes à l'infinitif sont complétés de manière directe, soit par le biais d'un complément d'objet direct pour tenir, qui est me, soit par le biais d'un attribut du sujet, en l'occurrence lucide, pour être. Enfin, nous avons le gérondif en me mettant en perspective, qui constitue pour sa part un complément circonstanciel de manière, complétant la proposition en entier.